Profitez de votre programme avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, si on parlait du pastoralisme qui fait son festival cette semaine à Grenoble, des budgets participatifs qui entrent en campagne électorale et d'un duo qui cultive ses airs de famille. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Jessie et Wesley Michala. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous me direz qui est qui tout à l'heure. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous venez de Voiron et vous formez le duo Jess and West. En face de vous, Annabelle Breton. Bonjour Annabelle. Bonsoir. Vous êtes une des nouvelles élues de la ville de Grenoble, en charge de la jeunesse et de la démocratie ouverte. Et de l'éducation populaire. Et de l'éducation populaire aussi. On parlera surtout de votre volet démocratie ouverte avec les budgets participatifs dans quelques minutes. Et puis, dernier invité de cette émission, Bruno Garagel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Fédération des alpages de l'Isère, une structure qui, comme son nom l'indique, fédère les bergers isérois. On peut peut-être la résumer comme ça, même si c'est un peu plus large, l'action de la fédération. Combien de bergers, d'ailleurs, travaillent sur notre département ? Alors, la Fédération des alpages ne fédère pas que les bergers. Il y a aussi les éleveurs qui ont les troupeaux et qui gèrent les alpages. Et il y a aussi les élus des communes de montagne. Et pour répondre à votre question, il y a à peu près 130 bergers en Isère en ce moment. C'est un métier très saisonnier, très saisonnier, oui. Très saisonnier. Ça commence en mai pour les premiers, ça finit de maintenant à début novembre pour les derniers. Ouais, d'autant que là, la saison a été un peu plus courte que prévu. On a eu de la neige à basse altitude en septembre, ce qui est assez rare. Oui, c'est vrai. La neige au mois de septembre, c'est courant, mais aussi bas, aussi longtemps, avec l'hiver qui semble s'installer, c'est plus compliqué. Et d'autant que ça fait suite à un épisode de sécheresse qui était assez important. Là, on voit des images de la descente des alpages, des vaches qui étaient sur les hauteurs des Sept-Lots dans le massif de Beldonne. C'était à la fin du mois de septembre. Il y a des moutons qui ont été coincés aussi en altitude par cette neige. Oui, au col du Glandon, entre Isère et Savoie. Et pareil, des animaux qui se sont fait surprendre parce que la neige est descendue bas et n'a pas laissé de zone basse de repli. Il y a eu beaucoup de neige assez bas. Donc c'est vrai que les troupeaux se sont fait avoir, malgré les précautions prises auparavant. Une centaine de bergers, un peu plus en Isère, pour garder combien de moutons l'été sur les alpages ? Alors il y a à peu près 100 000 brebis en Isère qui passent l'été en Isère et à peu près 12 000 bovins. Pour les grandes lignes, voilà un peu les effectifs en Isère. Ouais, moi je dis des moutons, mais c'est vrai que c'est les brebis, puisque c'est elles qui font le lait et qu'on les élève surtout pour le fromage. Alors, hélas, pas en Isère, on est sur plutôt de la viande en Isère, avec une production qu'on essaie de démarrer autour de l'agneau d'alpage, qui sera d'ailleurs fêté pendant le festival, puisqu'il y aura des dégustations et plusieurs restaurants grenoblois mettent à leur carte des produits d'alpage, donc de la tome du Charmençon, c'est le dernier alpage bovin laitier en Isère, et de l'agneau d'alpage. Voilà, donc c'est prévu sur le temps du festival et après, j'espère. Annabelle, qui a un restaurant aussi dans son autre vie. On peut manger de l'agneau chez vous, Annabelle ? On peut manger de l'agneau. Après, nous, on est quand même sur des produits locaux, donc tant mieux, mais et bio. Donc voilà, c'est à discuter. Mais... Ah, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Bon, il n'y a pas trop de produits chimiques dans les alpages isérois, à ma connaissance. La fédération qui organise cette semaine à Grenoble le festival Pastoralisme et Grands Espaces, c'est la 15e édition. Il s'adresse à qui cet événement ? Alors le pari de cet événement, c'est de s'adresser au grand public, habitants du quartier et habitants de Grenoble et des environs, aux éleveurs et aux bergers de l'Isère qui sont intéressés aussi pour venir voir des images d'ailleurs et parfois leurs images, et à un public de professionnels aussi qui s'intéresse à la manière dont on parle du pastoralisme, parce que ça mobilise des éléments issus de l'art, en tout cas un regard artistique et puis un regard aussi de témoignage. Et c'est des métiers qui ne sont pas du tout passéistes, qui sont très, très insérés dans le devenir, dans l'avenir et dans la gestion de ressources naturelles renouvelables. L'herbe et l'eau des alpages sont spontanées, naturelles et renouvelées chaque année. Et tout le travail des éleveurs et des bergers, c'est de garantir ce renouvellement et cet entretien. On le voit sur les images de cette bande-annonce. C'est le pastoralisme international, hein. On est à peu près sur tous les continents. Oui, tous les continents. Je crois que les seuls écosystèmes qui échappent à la question pastorale sont les écosystèmes amazoniens de forêt tropicale, parce que ce n'est pas du tout l'objet. Et en fait, de partout ailleurs, il y a des activités pastorales. Les Lapons, en Laponie, avec l'élevage du renne. Vous prenez évidemment les Alpes
et les Pyrénées et le Massif central sont sur un système particulier. Il y a tous les estuaires côtiers de l'Atlantique et de la Manche qui sont également pâturés avec des techniques pastorales. Et puis on n'oublie pas les troupeaux dans le Sahel qui font de très très longues migrations, très longues transhumances pour suivre la pousse de l'herbe en fonction de la saison des pluies. Alors, le festival est de jeudi à dimanche au club, au cinéma Le Club à Grenoble, qui est un peu le QG de l'événement. Tout à fait. Le club nous accueille, met à disposition ses locaux et toute sa logistique, et c'est très précieux. Il y a en parallèle des expos et également des rencontres prévues dans la programmation. Bien sûr, des expos photos qui nous permettront de mobiliser le travail de photographes locaux et pas seulement. Donc la librairie Artaud est également partenaire pour une présentation, une rencontre avec les photographes. Bon, il y a un programme complet papier, mais également numérique sur le site internet de la Fédération des Alpages, qui s'affiche. C'est l'occasion aussi de mettre un coup de projecteur, cet événement, sur le monde pastoral qui souffre depuis quelques années. Alors, je ne sais pas si vous avez été particulièrement impacté par le Covid. Ce n'est peut-être pas la profession la plus sensible à cette épidémie. Alors si, paradoxalement, éleveurs et bergers ont dû faire attention. Alors ils sont dans des systèmes tellement peu denses en population humaine que la propagation est forcément moindre. Mais par contre, ils sont tous travailleurs isolés, donc ils doivent faire attention, ils font attention. Mais c'est vrai que le Covid n'a pas été le principal impact. Il y a eu une petite relance avec les circuits courts sur laquelle il a été très difficile de répondre parce que les logistiques étaient paralysées. Mais bon, globalement, on a essayé de tirer notre épingle du jeu. Et voilà. Après, par contre, c'est la fréquentation massive à l'issue du confinement qui a été un peu difficile à gérer, puisqu'il y a eu énormément de monde en montagne cet été. Et c'est tant mieux pour les sports de montagne, les loisirs de montagne et la reconnaissance de la montagne. Mais ça a été difficile pour les éleveurs et les bergers parce que les interfaces avec les randonneurs ont été très nombreuses. Et vous savez que du fait du loup, on est obligé de mettre des chiens de protection qui aident à la protection des troupeaux. Ils ne le font pas tout seuls, mais ils interviennent. Et dans ce contexte-là, les incidents avec les randonneurs sont nombreux et il faut qu'on y travaille, tant le monde pastoral que le monde de la randonnée. Ouais, vous parlez du loup qui effectivement fait des dégâts chaque été dans les alpages, et pas que dans les alpages. On a quelques images aux portes de Grenoble, à Saint-Paul-de-Vars, avec des attaques qui se déroulent en milieu presque urbain. Ça peut être surprenant ? Non, ça ne vous surprend pas ? Non, sur le milieu presque urbain, le loup ira chercher de la nourriture là où il en trouvera, et c'est la grande vulnérabilité des activités extensives, c'est-à-dire que cet élevage qui valorise de l'herbe et qui a besoin d'espace, qui parcourt de grands territoires, se retrouve très, très vulnérable face à une présence de prédation. Et les éleveurs et les bergers payent un très lourd tribut, en perte déjà, mais aussi en temps de travail, du fait de la présence de ce prédateur. Donc toute l'action en ce moment de la Fédération des Alpages est de repenser la manière de travailler, de réaffirmer la présence du pastoralisme, et puis de faire en sorte que le loup étant là, les activités soient le plus épargnées possible et que ça se passe pour le mieux. Les éleveurs demandent avant tout de la quiétude dans leur activité et de pouvoir protéger leurs bêtes. Or, éleveurs et bergers, pour le moment, ils sont un peu mis à mal sur ce sujet-là. Vous avez mis en place un outil qui s'appelle Maplou, un outil numérique qui consiste, si j'ai bien compris, à recenser toutes les attaques de loups sur le nord des Alpes. Oui, vous voyez cette carte a une chronologie, donc on arrive à voir dans l'année la progression des attaques, et ça permet d'avoir en tout cas des demandes de constat plutôt, et ça permet pour les éleveurs et bergers de suivre la progression, de voir comment ils sont concernés, puisqu'ils peuvent zoomer à une échelle assez précise, comment ils sont concernés sur leurs abords, et à chaque fois que nous inscrivons sur une carte une demande de constat, et c'est absolument immédiat, on fait ça le week-end aussi, les gens qui sont inscrits sur le système à 10 km à la ronde reçoivent un SMS qui leur dit qu'il y a eu une attaque et qui leur montre sur la carte où c'est. Donc ça leur permet de renforcer la prévention face à ces prédations si nécessaire. Là, on en est à pratiquement 2500 victimes, pas uniquement sur l'Isère, puisque oui, la zone est plus importante, notamment sur les deux Savoies. Il y avait eu 1100 l'an dernier en Isère. Alors, on ne va pas faire un débat sur cette thématique, mais vous le disiez, un des impacts, c'est la cohabitation finalement entre les bergers et les randonneurs l'été, oui, dans les alpages. Et ça, c'est un problème que vous souhaitez aborder dans les années à venir ?
Oui, il va falloir qu'on le travaille puisque à mesure que la pression du loup augmentait, les éleveurs et bergers ont installé des chiens de protection, entre autres moyens de protection. Il n'y a pas que cela. Ils ont augmenté le gardiennage. Faut se rappeler que dans les années 90, il y avait 30 bergers salariés en Isère, il y en a 130 maintenant. Et cette pression de gardiennage a une grande part, est en très grande part due à la présence du loup. Donc, entre autres moyens, le chien est un des outils puisqu'il donne une alerte jour et nuit. Il est là où les hommes ne sont pas. Il est là où les humains ne sont pas, puisque c'est son travail, et il va aller au contact de tout ce qui lui paraît inhabituel et incongru à l'approche du troupeau. Donc il y a tout un travail d'éducation à faire pour que le chien ait du discernement. Et il faut aussi que l'on travaille en relation avec les sports de pleine nature sur la manière d'aborder les troupeaux et les chiens, puisque bien souvent ça se joue à pas grand-chose et qu'il faut savoir aborder ces chiens. Donc c'est pas facile, c'est des chiens qui sont lourds, qui sont puissants. Il faut savoir les aborder pour essayer de ne pas déclencher de leur part une démarche d'attaque ou en tout cas défensive. Essayer d'apaiser tout le monde. Mais des chiens sont aussi potentiellement assez durs et pas forcément faciles à dresser. Donc il y a un vrai travail de fond à faire et c'est tout devant nous là. Malgré tous ces problèmes, tous ces écueils, est-ce que la profession arrive à se renouveler ? Je crois que la moyenne d'âge est assez élevée, chez les bergers notamment. Chez les éleveurs, la moyenne d'âge est élevée. Chez les éleveurs bergers, elle est un peu plus basse. Donc il y a du renouvellement. La question est de savoir si le métier reste attractif, donc moins parce que l'astreinte est forte, mais il y a de très beaux défis à relever et puis il serait trop dommage de perdre ces compétences, qu'elles soient celles des éleveurs ou des bergers, parce que c'est des compétences qui sont transmises oralement, qui sont acquises au fil du temps. C'est un vrai patrimoine, c'est un vrai travail de fond et je pense que ce serait vraiment dommage de perdre ces capacités-là. Donc oui, il y a du renouvellement, oui, il faut garder ces métiers attractifs, mais ce n'est pas gagné du tout. C'est là encore un travail de longue haleine. Il y a des métiers à découvrir donc en cette fin de semaine à travers le festival du 8 au 11 octobre au club à Grenoble. Il y aura notamment, puisqu'on parlait de la cohabitation entre le loup, les éleveurs, les randonneurs, il y aura une matinée thématique samedi à partir de 10h avec des films qui traitent de ce sujet. Voilà, et puis il faut aller fouiller dans le programme. Il y a aussi des rencontres qui sont organisées vendredi et il faut s'inscrire, c'est important. Mais notamment, il y a une rencontre sur la montagne partagée et pour venir échanger avec les habitants de la ville, des éleveurs et bergers qui seront là sur la manière d'approcher ces troupeaux et les actions à conduire ensemble ou séparément pour que ça se passe pour le mieux. Voilà, parce qu'il est hors de question d'exclure l'un ou l'autre des parties prenantes. Les deux sont importants dans l'économie montagnarde. Merci Bruno. Alors Annabelle Breton, j'ai un peu dévoilé votre vie d'avant. Non, ma vie de maintenant. Ma vie de maintenant aussi. Mais depuis quelques mois, vous êtes également élue à la ville de Grenoble. Vous êtes adjointe au maire avec une responsabilité importante. Vous le disiez, la jeunesse, l'éducation populaire. Et démocratie locale. Et la démocratie locale. Vous reprenez donc la gestion du projet initié lors du précédent mandat concernant les budgets participatifs. C'est un événement qui a vraiment trouvé sa place dans la vie grenobloise et que nous, à Télé Grenoble, on soutient depuis pratiquement le début. On en est la 6e édition de ces budgets. C'est ça. C'est un dispositif qui fonctionne vraiment très bien. C'est une partie du budget d'investissement de la ville qui est laissée au choix des habitants. Et on s'aperçoit qu'effectivement, c'est quelque chose qui fonctionne et on est toujours assez étonné de voir quels projets sont proposés et sont choisis également, parce qu'après, il y a des votes, tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de ces budgets ? Comment ça marche ? Alors, les principes des budgets participatifs, on fera une petite parenthèse de cette année avec le Covid, mais le principe général, c'est que les Grenoblois peuvent déposer un projet sur une plateforme en ligne. Alors, on a pas mal de rencontres dans plein d'endroits pour solliciter, pour expliquer aux gens. Comme ça, on continue à développer le système. Et donc, les Grenoblois peuvent juste, avec un nom, un prénom et une idée, déposer un projet en ligne. Voilà. Et après, ils sont mis en relation avec le service démocratie locale de la ville, qui va les accompagner à construire un peu plus ce projet et à le présenter dans une présélection, dans un forum aux idées, et de le proposer aux Grenoblois qui viennent voir ces projets-là. Alors des fois, il y en a qui fusionnent parce qu'il y a les mêmes idées.
Il y en a qui grossissent parce que d'un coup, il y a un lieu qui pourrait faire l'un et l'autre. Et donc, ce forum aux idées sert aussi à ça, à ce que les porteurs de projets commencent à apprendre à expliquer leurs projets et en plus à ce que les porteurs de projets se rencontrent pour peut-être étoffer leurs projets. Alors cette année, par exemple, on a une piste de pump track, des jeux d'eau dans les parcs, des toilettes sèches publiques, des places de stationnement végétalisées, des fresques murales, une plateforme d'observation de la nature, des réducteurs de débit sur les points d'eau. Voilà, il y en a une trentaine comme ça qui ont été 29 qui ont été sélectionnés pour être soumis au vote de la population. Ces budgets, alors j'ai fait chacun sont chiffrés. Ça va de 7 000 à 390 000 euros pour le plus gros, qui est un café-restaurant à prix coûtant qui serait installé s'il est élu dans l'ancien commissariat du quartier Saint-Bruno. Au total, il y en a pour plus de 2,2 millions d'euros. Tout ne sera donc pas financé. C'est ça. Donc on essaye de les chiffrer. Donc là, exceptionnellement, cette année... Les budgets ont été instruits. Les projets ont été instruits en amont, donc on connaît les montants. Mais d'habitude, on peut aussi attendre qu'on vote et chiffrer ensuite. Et donc, on garde tous les projets jusqu'à 800 000 euros. Alors, tous ceux qui auront le plus de votes, le vote a commencé. Voilà. Là, on voit les premières images de ce week-end avec une urne mobile place Saint-André. C'était pendant le marché au miel. Ça va se prolonger comme ça jusqu'au début du mois de novembre. C'est ça. Donc on a des votes en ligne et sur les bureaux de vote mobile du 3 octobre, donc samedi dernier, jusqu'au 7 novembre. Et après, on a une grosse semaine de vote entre le 2 novembre et le 7 novembre dans toutes les maisons des habitants, à l'hôtel de ville. Le samedi 7, il y a la maison de l'Internationale là, qui donne sur le jardin de ville également, qui sera ouvert. Et les maisons des habitants et l'hôtel de ville seront aussi ouverts pour voter le samedi 7 novembre. C'est vraiment notre dernière grosse journée. Mais il ne faut pas oublier qu'on peut voter pendant un mois en ligne sur les 29 projets et en sélectionner 6. Voilà, c'est Chacun doit choisir 6 dans la... Parce que sinon, il y a un projet qui peut avoir... plein de copains. Il y a un porteur de projet qui peut avoir plein de copains et il vote que pour un projet. Donc ça, c'est au fur et à mesure des années, des éditions, on a amélioré avec les porteurs de projets, on a amélioré le fonctionnement pour que justement, il n'y ait pas des biais. Ouais, voilà. Donc on doit voter pour 6 projets obligatoirement. Il faut que ce soit représentatif à la fin du choix de la population. Il y a plusieurs milliers de votants chaque année. On a vu que c'est assez sérieux. Il faut la carte d'identité quand même. Il faut la carte d'identité. Il faut être grenoblois. Il faut être grenoblois ou payer ses impôts à Grenoble. C'est-à-dire que des commerçants qui ont fait le choix de payer leurs impôts à Grenoble et donc de voter à Grenoble, en fait, ils peuvent également voter pour les budgets participatifs. Ce qui n'est pas le cas quand on présélectionne. Tout le monde, même les habitants de la métropole ou du Pays Voironnais, peuvent venir voter. Il y a des gens de Voiron qui travaillent à Grenoble et qui peuvent aussi avoir des choses à dire sur la ville dans laquelle ils travaillent. Donc sur la présélection des projets, tout le monde peut voter. Et là, sur la sélection du budget d'investissement de la ville qui est mis à disposition, entre guillemets, des porteurs de projets et donc des Grenoblois, c'est que les Grenoblois ou ceux qui payent leur impôt à Grenoble. À partir de 16 ans. À partir de 16 ans. Combien, depuis que ce système existe, combien de budgets, de projets ont vu le jour ? Alors, on a plus d'une quarantaine de projets qui ont vu le jour, sachant qu'on a totalement fini, parce qu'il y a des projets qui prennent beaucoup plus de temps en mise en place, pour trouver les lieux, pour les instruire avec tous les services de la ville qui travaillent derrière. C'est quelque chose d'assez phénoménal comme mise en place quand même. 2015, 2016, 2017 sont complètement finis. On est à 80% des projets de 2018. Et puis 2019, on est encore en train d'avancer dessus. Donc on est à plus d'une quarantaine de projets déjà complètement réalisés. Et on continue avec 12 mois, on va dire, de décalage, quoi. On voit quelques images de projets réalisés. Alors, ça a changé la ville par petites touches. Là, par exemple, c'est la place Saint-Bruno avec cette dragonne qui existe depuis quelques années. Ou alors un mur d'escalade le long des berges de l'Isère dans Grenoble. Ça commence effectivement à avoir un impact sur le quotidien des Grenoblois. Le dernier projet en date inauguré, en tout cas lancé officiellement à la presse, c'était il y a quelques jours sur le toit de la Bifurque. Oui, c'est un chouette projet qui a été porté par des étudiants. Il y a 2 ans, parce qu'il nous a fallu beaucoup de temps pour trouver les toits,
qui allait correspondre. Il faut que ça soit de l'immobilier municipal, il faut que le toit soit plat, il faut qu'il y ait... Enfin, c'est très, très technique. Donc, on a pris beaucoup, beaucoup de temps pour trouver le toit. Donc là, c'est le toit de la Bifurque, qui donc a été peint en blanc. Donc, si Antoine, le porteur de projet, qui était là pour présenter la finalité, parce que finalement, ça a été peint cette semaine, s'il était là, il vous en parlerait pendant... Des heures et des heures, c'est assez incroyable. Moi, je découvre parce que ils c'est nous pour font lutter aussi contre le réchauffement climatique. Exactement, c'est improbable. C'est quelque chose qui coûte pas très cher. Et en fait, c'est de la peinture blanche sur les toits qui fait que ça ne reflète, enfin, ça lutte contre les îlots de chaleur. Ça reflète la chaleur, donc on perd des degrés dans le bâtiment. On perd entre 2 et 3 degrés dans le bâtiment, mais surtout, c'est aussi un isolant. La peinture est isolante, donc en fait, même quand on chauffe le bâtiment, il y a un effet isolant. Donc c'est assez incroyable. Et puis finalement, voilà, je pense que c'est la première à Grenoble et dans l'agglomération grenobloise, dans la métropole. Et je me dis qu'il y a des choses à faire. Ah, et des fois, tout simplement, peindre son toit en blanc. Je crois que nos amis grecs qui ont pensé exactement, un peu avant exactement. Voilà, en tout cas, les 29 projets, vous pouvez les retrouver sur Internet. Il y a les vidéos de l'ensemble des candidats qui sont disponibles sur le site de la ville, mais aussi sur le site de Télé Grenoble, dans l'onglet budget participatif. Vous pouvez les découvrir sur ce petit fascicule. Je ne vais pas le déplier parce qu'on croit que c'est tout petit. Puis en fait, voilà, ça il y a tous les projets et voilà, tous les lieux de vote et tous les projets présentés. Voilà, jusqu'au 7 novembre. Alors, il n'y a pas énormément de projets musicaux cette année. C'est comme ça, peut-être la guinguette dans le parc Mistral qui pourrait, si elle est choisie, accueillir des groupes plus tard. En tout cas, on va terminer avec quelques notes de musique grâce à un duo. Vous ressemblez un petit peu, les garçons. Légèrement. Alors, tout à l'heure, j'avais un petit moyen. Jesse et Wesley, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah, des vrais jumeaux, on peut le de dire. Vrais jumeaux. Bon, originaire de Voiron, vous faites de la musique depuis longtemps. Je crois que c'est ce disque qui vous a inspiré. Ça. Exactement. Ouais. Je ne sais pas si on lit bien. C'est le groupe Aerosmith, qui est un groupe des années 70-80. Ouais, c'est ça. 70, ouais. Fondé en 70. Vous n'étiez pas né. Ah non. Mais celui-là, il est sorti en 75. Donc du coup, voilà. Et en fait, c'est l'album qui nous a fait vraiment... c'est la pépite, voilà, qui nous a mis la petite étincelle du rock'n'roll. Et on a découvert ce groupe quand on avait 12 ans. Et c'est quand on avait voulu commencer à apprendre la musique. Et tout ça. À partir de là, on s'est... voilà, vous êtes dit, c'est ma voix. C'est le truc qu'on veut faire. Voilà, c'est ça. Vous êtes lancé de vous-même, de façon un peu autodidacte Complètement, ouais. Complètement autodidacte. On a appris au fur et à mesure. Jesse a commencé à la batterie, en fait. Moi, je l'ai rejoint à la guitare. Et après, on a bifurqué sur plein d'autres instruments, comme le piano, l'harmonica, la batterie, etc. Donc... puis voilà, un petit peu de tout, quoi. Voilà. Et sur un registre qu'on peut qualifier de pop-folk, je vous propose d'ailleurs d'écouter un petit extrait de ce que vous faites. If you wanna try, we can feel your heartbeat. It's time for you and us to going back, Alors, on sent qu'il y a une inspiration qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Oui, là, carrément. Ouais. Bon, vous avez commencé, je crois, par des premières parties sur scène pour faire vos gammes. Oui, c'est... en fait, on a énormément tourné dans les restaurants et campings de la région. Et puis, en fait, voilà, on a su... Tout début, ouais, c'était vraiment le tout début. En fait, voilà, on a commencé même à la fête de la musique à Voiron. Et après, voilà, on a pu faire, justement, à force d'écrire et de vraiment travailler ce côté scénique. On a commencé à faire la première partie de Michel Fugain, de Bébé Brune, et récemment la de Gérald Dahan. Donc c'est cool et ça continue, donc c'est top, quoi. Ouais, voilà. Je vous remémore le Bébé Brune, c'était un grand angle de Voiron il y a 2 ans. Oui, c'est ça. Vous aviez remporté un tremplin. Oui. Des événements qui permettent aussi de faire connaître des groupes émergents au public. Vous travaillez avec Gérald Dahan, qui est un humoriste réputé. C'est lui qui piégeait les hommes politiques il y a quelques années. Il vous a accueilli dans son cabaret à Paris. C'est lui, Gérald Dahan. C'est ça, yes.
Ah, ça fait C'est le Gérald. Oui, c'est vrai, c'est ça. Il nous a accueillis justement dans son bateau-théâtre Le Nez Rouge, dans le 19e arrondissement à Paris. Et tout de suite, on s'est très très bien entendu. C'est vrai que quand on a présenté notre premier spectacle là-bas, il y a eu un super feeling qui est passé en tout cas. Et voilà. Et donc, on a hâte de le revoir, ça c'est sûr. En tout cas, ceux qui veulent vous découvrir ou vous suivre vont vous voir. Pas besoin d'aller à Paris, près de chez nous, dans les prochains jours. Vous avez un concert le 8 et 9 octobre au restaurant Histoire sans fin à Voiron. Vous en avez un autre le 16 octobre au Hyde Park Public House, qui est aussi un des établissements voironnais. Et puis le 23 octobre au pub L'Abreuvoir à la Côte-Saint-André. C'est courageux de votre part de faire une tournée des restos à une époque où l'ouverture est assez incertaine, mais c'est bien. Bah, il faut. Vous pourrez peut-être un jour proposer une date chez Annabelle. Hein, On a un bistrot culturel, on a une salle à l'arrière où on fait des concerts et des expositions, des conférences. Alors, à l'envers, ça s'appelle. Et C'est ça. si Jesse and West veulent venir aussi jouer à Grenoble, bien sûr. on vous accueillera avec plaisir. Il y a un album qui est sorti, vous nous l'avez amené, et on va terminer l'émission avec un live, forcément, puisqu'on vous a sous la main. Qu'est-ce qu'on va écouter? Une chanson qui s'appelle Mr. Hyde. Mr. Hyde. Eh ben, merci à tous les quatre. Et Merci on beaucoup. se retrouve dès demain pour d'autres aventures. Place à Mr. Hyde. Calme et pur, aussi bien tu rassures en masquant ton jeu. Vite un soir où jamais rien ne dure, ce son double jeu. Pardonne-moi, Mr. Hyde, si tu n'as pas mon sentiment, à ce que je m'éclipse impunément. Oh, si un soir ils me reprennent la Vénus d'or et d'argent, Dieu qu'il me l'emporte sous le ciment. Ah, 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 ah. Combien de temps, combien de silence me faut-il pour voir? Excès de rire, excès d'innocence, quelle vie faut-il croire? Oh, pardonne-moi, Mr. Hyde, si tu n'aimes pas mon sentiment, à ce que je m'éclipse impunément. Oh, si un soir ils me reprennent la Vénus d'or et d'argent, Dieu qu'il me l'emporte sous le ciment. Pardonne-moi, Mr. Hyde, si tu n'aimes pas mon sentiment, à ce que je m'éclipse impunément. Si un soir ils me reprennent ma Vénus d'or et d'argent, Dieu qu'il me l'emporte sous le ciment. Si par hasard, Mr. Hyde, tu me trouves à contre-courant, ne t'arrête pas sur ton élan. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. C'était Si on parlait avec la compagnie fiduciaire Grésivaudan, expert comptable et commissaire aux comptes.